Ok Ki, on est le 25 mai 2005, à Istanbul, au stade Atatürk, et c'est la plus grande finale de Ligue des Champions que le monde ait jamais connue. Liverpool contre l'AC Milan. Rafa Benitez fait alors un choix qui va faire parler pendant des années. Il décide de titulariser Harry Kewell plutôt que son milieu récupérateur Didi Hamann, envoyant un message clair que Liverpool allait attaquer d'entrée, qu'il avait confiance en cet homme pour faire la différence lors du match le plus important de la saison. La foule est en feu, le monde entier regarde, et Kewell, l'ailier gauche le plus élégant de sa génération, un joueur que les plus grands spécialistes comparaient à Zidane pour sa vision du jeu, se retrouve enfin sur la plus grande scène du football mondial, là où il méritait d'être depuis des années. Sauf que 23 minutes après le coup d'envoi, alors que Liverpool perd déjà 1-0, Kewell s'effondre sur la pelouse, les deux mains cramponnées à l'aine, et quitte le terrain en boitant, sous les sifflets de ses propres supporters, persuadé qu'il simule pour fuir l'humiliation. Liverpool va se retrouver à 3-0 avant de réaliser la plus grande remontée de toute l'histoire de la compétition et l'emporter au tir au but, sans lui. Ce soir-là, Harry Kewell reçoit sa médaille de champion d'Europe en spectateur, les larmes aux yeux dans le couloir du stade, seul avec une blessure que personne ne voulait croire réelle. Il avait confié plus tard. Sur le plan personnel, c'était un cauchemar, une nuit horrible. Tu essayes d'être heureux pour l'équipe, mais dès que tu retournes à l'hôtel, c'est fini. Je ne me souviens d'aucune célébration. Et ce qu'il y a de plus douloureux, c'est que cette nuit ne résume pas seulement un match raté. Elle résume toute une carrière, parce que Kewell n'était pas un joueur ordinaire blessé lors d'un grand soir. C'était l'homme que des spécialistes des deux hémisphères désignaient comme potentiellement le meilleur ailier de la planète. Un gamin des banlieues de Sydney qui avait conquis l'Angleterre et impressionné l'Europe entière avant que son propre corps ne décide de lui jouer un tour à chaque moment décisif de son existence. Vous voyez, la plupart des gens ne savent pas à quel point le début de son histoire était improbable. En 1995, à 15 ans, Kewell est sélectionné dans le cadre d'un programme appelé le Big Brother Movement, qui offre chaque année à 6 jeunes talents australiens la chance de voyager en Angleterre pour découvrir le football professionnel européen. Parmi ces 6, il y a lui et son ami d'enfance, Brett Emerton, futur international australien. Quand ils arrivent à Leeds, le staff leur dit clairement qu'ils sont là pour observer, pas pour jouer. Mais lors d'un match amical des équipes de jeunes contre Sunderland, on leur propose finalement de participer. Kewell joue seulement la deuxième mi-temps. Et à la fin du match, l'entraîneur s'approche de lui et lui dit simplement « Comment tu te sentirais si tu signais pour nous ?» Il répond sans réfléchir une seule seconde « 100%, je suis là ». Le seul problème, c'est que seul Kewell pouvait accepter. Emerton avait été tout aussi impressionnant lors des essais, mais les lois anglaises sur les permis de travail bloquaient à l'époque les joueurs non européens et Kewell était le seul des deux à pouvoir rester parce que son père était anglais. Cette petite différence administrative est probablement la chose la plus déterminante qui soit arrivée dans sa carrière, sans qu'il n'ait quoi que ce soit à dire. 2 mois plus tard, après être passé par l'Équateur pour représenter l'Australie au championnat du monde U17, il était de retour à Leeds, cette fois pour de bon. Son colocataire au foyer des jeunes, un certain Nicky Byrne, gardien de but dans les équipes de jeunes de Leeds, qui allait rapidement tourner le dos au football pour rejoindre Westlife et devenir une des plus grandes stars de la pop internationale des années 2000. Ce genre de colocataire qu'on ne raconte pas souvent dans les biographies sportives. Pendant 3 saisons dans les académies d'Elland Road, Kewell progresse en silence, contribuant notamment au sacre en FA Youth Cup en 1997 contre Crystal Palace. Puis le 30 mars 1996, à tout juste 17 ans, il fait ses débuts en Premier League lors d'une défaite 1-0 contre Middlesbrough sous Howard Wilkinson. Et personne dans les tribunes ne pouvait imaginer que ce gamin arrivé sans bruit d'Australie allait bientôt figurer sur les listes d'achat des plus grands clubs d'Europe. Les premières saisons sont prometteuses mais progressives. Premier but en League Cup contre Stoke City en octobre 1997, de plus en plus de minutes sous David O'Leary. Et puis la saison 1999-2000 change tous les avis définitivement. Cette année-là, Kewell marque 10 buts en Premier League et délivre 13 passes décisives, ce qui était tout simplement le deuxième total de passes décisives de toute la division anglaise cette saison-là. Il remporte le PFA Young Player of the Year, intègre le PFA Team of the Year et son but à Hillsborough contre Sheffield Wednesday est élu but de l'année de Leeds. À la fin de la saison, l'Inter Milan de Ronaldo et Vieri avait jugé qu'il valait 25 millions de livres sterling et soumis une offre ferme en ce sens. Leeds avait refusé, sans même négocier. La saison 2001 est encore plus folle. Leeds réalise un parcours historique en Ligue des Champions, terminant devant l'AC Milan en phase de groupe, puis éliminant le Deportivo La Coruna en quart de finale
pour atteindre les demi-finales, une première absolue dans toute l'histoire du club. Kewell est le moteur créatif de toute cette aventure, faisant se lever les stades d'Europe à chaque match. Et France Football commence à le mentionner parmi les potentiels candidats au Ballon d'Or des prochaines années. Valencia les sort en demi. Et c'est là, exactement à ce moment, que les premières vraies alarmes sonnent. Blessure à la cuisse, à l'aine, des rechutes. Seulement 17 apparitions en Première Ligue cette saison-là, alors qu'il était au sommet de son art. La saison d'après, exactement pareil. Et au moment même où il s'apprêtait à revenir au meilleur niveau, Leeds s'est effondré financièrement. Le club avait misé des dizaines de millions pour construire une équipe championable. Et quand la bulle a éclaté, la maison de cartes est tombée d'un coup. Pratiquement tous les joueurs importants ont été vendus pour garder le club en vie. Kewell, dont le contrat arrivait à terme, s'est retrouvé libre. Manchester United le voulait. Chelsea aussi. Arsenal était très intéressé. Mais Kewell avait grandi dans la banlieue ouest de Sydney en supportant Liverpool depuis ses 13 ans et il avait dit depuis l'enfance qu'il voulait un jour jouer pour les Reds. Il signe donc à Liverpool à l'été 2003 pour 5 millions de livres sterling, une somme ridiculement basse pour un joueur de son calibre, et cette opération a failli immédiatement tourner au scandale. Quelques jours après l'officialisation, Gary Lineker publie un article dans le Sunday Telegraph accusant l'agent de Kewell, Bernie Mandic, d'avoir empoché 40% des frais de transfert, soit environ 2 millions de livres sur les 5 payés par Liverpool, une commission que personne dans le football anglais n'avait jamais vue à ce niveau. Kewell porte plainte en diffamation. L'affaire monte jusqu'à la Haute Cour de Londres. Le jury n'arrive jamais à se mettre d'accord après plusieurs jours de délibération. Et l'affaire est finalement réglée à l'amiable hors tribunal. Mais l'image de Kewell avait déjà été abîmée publiquement avant même son premier match avec son club de rêve. Et pour couronner le tout, peu avant de quitter Elland Road, Kewell avait accordé une interview explosive à la BBC, dans laquelle il critiquait sévèrement le staff médical de Leeds, affirmant qu'ils avaient aggravé ses blessures plutôt que de les soigner. C'était courageux, probablement justifié. Mais ça n'avait pas arrangé ses relations avec la presse anglaise. Malgré tout ça, quand il arrive à Anfield, il récupère le légendaire numéro 7, le même que Kevin Keegan et Kenny Dalglish avant lui. Et les supporters ont des étoiles dans les yeux. Mieux encore, Gérard Houllier était tellement convaincu que Kewell était la bonne recrue qu'il avait décliné la possibilité de recruter un certain Cristiano Ronaldo cet été-là. Pas une rumeur, Houllier l'a lui-même avoué des années plus tard. Il avait vu Ronaldo au tournoi de Toulon et était intéressé. Mais le jeune Portugais réclamait un salaire qui ne cadrait pas avec la politique salariale du club. Et surtout, Houllier pensait que Kewell suffisait. Si on avait recruté Ronaldo, peut-être qu'on aurait remporté le titre, a-t-il dit. Mais Harry Kewell était exceptionnel à l'époque, très ambitieux. Seulement, il n'a jamais retrouvé la même confiance, la même énergie après ses premières grandes blessures. Et lors de la première moitié de saison à Liverpool, difficile de lui donner tort. En seulement les premiers mois passés à Anfield, Kewell marque 9 buts, dont son tout premier lors du derby de la Mersey contre Everton, dans un succès 3-0 à l'extérieur, avant que les blessures ne reprennent leur droit à partir de janvier 2004. Il termine la saison avec 11 buts en 49 matchs, toutes compétitions confondues, son meilleur total en rouge, mais dès la saison suivante, tout déraille. Genou, haine, cuisse. En 2004-05, il ne marque qu'un seul but en 31 matchs. Un seul. Et c'est précisément cette saison-là que Benitez doit l'aligner en finale de la Ligue des Champions à Istanbul. Quand Benitez remplace Houllier à l'été 2004, il décide de mettre Kewell au cœur de son système offensif et lui titularise lors de la finale de la Ligue des Champions à Istanbul en mai 2005, au lieu du récupérateur Aman, signalant clairement que Kewell est son homme pour les grands soirs. 23 minutes après le coup d'envoi, Kewell s'effondre avec un muscle adducteur déchiré. Liverpool perd 1-0 quand il quitte le terrain en boitant, remplacé par Vladimir Smicer. Et les sifflets des supporters de Liverpool ont résonné dans tout le stade comme un verdict populaire. Tout le monde croyait qu'il abandonnait. La blessure était pourtant bien réelle, confirmée par le staff médical, mais peu importe. Ce soir-là, pendant que ses coéquipiers remontaient de 3-0 pour l'emporter 3-3, puis 3-2 au tir au but, dans la nuit la plus dingue de l'histoire de la compétition, Kewell regardait depuis le banc. Il devenait ainsi le premier et unique Australien de l'histoire à remporter la Ligue des Champions. Depuis les vestiaires. Ce qui est frappant, c'est que Benitez lui-même avait exprimé publiquement sa perplexité face aux blessures à répétition de Kewell, lâchant à la presse cette phrase devenue presque légendaire chez les supporters de Liverpool. Un jour, Harry va bien, et le lendemain, il dit qu'il n'est pas fit. On ne sait jamais exactement quel est le problème. Ça change chaque jour.
Un jour c'est l'aine, le lendemain c'est la cheville. La saison 2005-06, quand son corps lui accorde enfin quelques mois de paix, Kewell redevient le joueur qu'on connaissait. Il finit meilleur passeur de Liverpool en Premier League, contribue à plusieurs victoires importantes et est titulaire lors de la finale de la FA Cup contre West Ham en mai 2006. Il quitte le terrain à la 48e minute avec une nouvelle déchirure musculaire à l'aine. Liverpool s'impose au tir au but. Et Kewell repart avec un deuxième trophée majeur en 2 ans. Obtenu encore une fois depuis le banc de touche, à regarder ses coéquipiers soulever un trophée qu'il avait aidé à construire. 6 semaines à peine plus tard, malgré tout ça, Kewell est en Allemagne pour la Coupe du Monde avec l'Australie, qui dispute sa première phase finale depuis 1974. Il joue 3 matchs, pas toujours à 100%, mais il est là. Et le 22 juin 2006 contre la Croatie, alors que l'Australie perd 1-2 à la 79e minute et est sur le point d'être éliminée, Kewell reprend un centre en demi-volée du gauche pour égaliser à 2-2. L'Australie se qualifie pour les 8e de finale pour la toute première fois de son histoire. Kewell est désigné homme du match. Tout un continent le porte au nu. Mais 2 jours plus tard, alors que les Socceroos se préparaient à affronter l'Italie en 8e de finale au stade Fritz-Walter de Kaiserslautern, Kewell arrive à l'enceinte, en béquille. De vraies béquilles, il ne peut littéralement pas poser le pied gauche par terre. Les journalistes présents n'en croient pas leurs yeux. Le capitaine australien Mark Viduka, interrogé par la presse sur ce qui se passait, répond d'abord « Personne ne sait encore, peut-être que ce n'est pas à moi de le dire ». Puis quelqu'un prononce le mot « la goutte ». Harry Kewell, l'un des footballeurs les plus rapides et les plus explosifs de sa génération, terrassé par la goutte, cette maladie que l'on associe habituellement aux nobles du XVIIIe siècle qui abusaient du Porto. Son agent Bernie Mandic a résumé la situation en une phrase. Harry est hors jeu. Il n'a jamais eu autant mal de toute sa vie. Il a eu le match de sa vie contre la Croatie et maintenant il se fait abattre par ça. C'est incroyable. L'Australie perd contre l'Italie 1-0 et est éliminée. Et le diagnostic de goutte est par la suite requalifié en arthrite septique, une infection bactérienne installée dans les articulations du pied gauche de Kewell. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, est un problème absolument colossal pour un joueur dont toute la carrière reposait sur sa vitesse et son explosivité. Lors de son retour à Liverpool cet été-là, Kewell passe l'intégralité de la trêve à Sydney dans les cabinets de chirurgiens. 5 opérations. En quelques mois. À chaque fois qu'un médecin pense avoir réglé le problème, un autre se présente. Il ne rejoue pas avec Liverpool jusqu'en avril 2007, soit près d'1 an d'absence totale. Et à la fin de la saison 2007-08, son contrat n'est pas renouvelé. En 5 ans à Anfield, il n'aura joué que 93 matchs, toutes compétitions confondues, pour 12 buts, des chiffres qui ne reflètent absolument pas le joueur qu'il était vraiment. Son agent Bernie Mandic l'a dit sans détour. Kewell a perdu 3 ans et demi de sa carrière à Liverpool parce que les gens là-bas n'avaient littéralement aucune idée de ce dont il parlait. C'était une honte la façon dont Harry a été traité. En juillet 2008, Kewell signe à Galatasaray en joueur libre et dès sa toute première apparition avec le club, il rappelle à tous ce que cela faisait de voir le vrai Kewell. Lors de la Supercoupe de Turquie contre Kayserispor, entré comme remplaçant, il marque 20 secondes exactement après être rentré sur le terrain d'un premier toucher de balle parfait, contribuant à la victoire 2-1 du club. Et il est désigné homme du match. Les supporters l'appellent immédiatement Harry le magicien, ou le magicien d'Oz, et pour la première fois depuis des années, son corps l'autorise à jouer régulièrement. En 2009-10, Kewell marque 14 buts en 28 matchs de Super League, jouant souvent comme avant-centre, et sur l'ensemble de ses 3 saisons en Turquie, il totalise 22 buts en 63 matchs de Super League, soit presque le double de son ratio à Liverpool, dans un corps qui le trahissait constamment. En mai 2011, à 32 ans, Kewell décide de rentrer en Australie. Quand Melbourne Victory organise sa présentation en août 2011, des centaines de supporters l'attendent à l'aéroport, comme si une légende nationale revenait enfin au bercail après trop d'années à l'étranger. 3 saisons en A-League plus tard, avec une parenthèse au Qatar à Al Gharafa en 2013, avant de terminer à Melbourne Heart, Kewell ajoute à sa liste de blessures des douleurs au cou, aux orteils et aux côtes. Il joue son dernier match en avril 2014, lors d'un derby de Melbourne, entrant en fin de partie et concluant sur un tir du gauche à plus de 20 mètres qui fend le filet avec une précision chirurgicale, comme une dernière lettre d'amour au football. Le 26 mars 2014, il annonce officiellement sa retraite du football professionnel à 35 ans. En 2012, les fans australiens, les joueurs et les médias l'avaient élu meilleur footballeur australien de tous les temps. Pas de ces 10 dernières années, de tous les temps. Et quand on lui demandait ce qu'il ressentait en repensant à tout ça, il avait simplement répondu « Je m'assieds avec ma femme et mes amis proches et je me demande « et si ?»
Je comprends le jeu, j'aurais pu jouer, et je me demande ce qui aurait pu se passer sans toutes ces blessures. Malgré tout, sa transition vers le coaching a révélé quelque chose d'inattendu. Des années à regarder le jeu depuis un banc, sans pouvoir agir, l'avaient rendu plus affûté tactiquement que beaucoup ne le pensaient. Après avoir commencé comme entraîneur des U23 à Watford, il enchaîne avec Crawley Town en 2017, Notts County en 2018, Oldham Athletic en 2020, où il décroche même le titre de manager de la semaine en Ligue 2, puis Barnet en 2021. Et puis en 2022, Ange Postecoglou, son compatriote australien, devenu l'un des entraîneurs les plus respectés d'Europe, l'intègre à son staff au Celtic Glasgow. Cette saison 2022-23, le Celtic réalise le triplé domestique écossais en remportant le championnat, la Coupe d'Écosse et la League Cup, et Kewell y contribue depuis le banc technique, ce qui lui ouvre une porte inattendue au Japon. En décembre 2023, il devient le 3e entraîneur australien consécutif à la tête du Yokohama F Marinos, après Postecoglou et Kevin Muscat, les 2 champions du J1 League. Et dès sa première saison, il mène le club jusqu'en finale de l'AFC Champions League, dominant les meilleurs clubs d'Asie en route, avant de s'incliner 6-3 sur les 2 matchs face à Al-Ain de Hernan Crespo, qui remonte la situation en s'imposant 5-1 lors du match retour, après avoir perdu 1-2 à Yokohama à l'aller. 2 mois plus tard, pourtant, avec Yokohama qui chute jusqu'à la 9e place en championnat japonais, le club le remercie le 15 juillet 2024. 15 longs mois sans club. Et pendant tout ce temps, Kewell ne se retrouve pas seul. Il appelle son vieux complice, Robbie Fowler, ancien coéquipier à Leeds et à Liverpool, qui avait lui-même entraîné et joué en Asie du Sud-Est à Muangthong United en Thaïlande quelques années plus tôt. Robbie m'a partagé de précieux conseils sur comment travailler dans cette région, a-t-il confié à la presse australienne. En octobre 2025, Hanoi FC au Vietnam lui propose le poste d'entraîneur principal. Le club venait de passer 5 matchs sans victoire en début de saison, avait changé 11 entraîneurs depuis 2021 et était connu dans la presse vietnamienne comme une véritable machine à broyer les coachs. Kewell devient le 10e entraîneur depuis 2021, arrive à Hanoï le 5 octobre 2025 et lors de sa première prise de parole devant ses joueurs, il dit simplement « Je suis ravi d'être ici, c'est ici que vous allez apprendre ». Et c'est là qu'il est encore aujourd'hui, en juin 2026, 4e au classement de la V-League avec 45 points après 25 journées, à 3 petits points du podium, dans un club qui peut encore basculer à tout moment. Car depuis sa première grande blessure à Leeds en 2001 jusqu'à sa retraite à Melbourne en 2014, Kewell aura traversé des déchirures à l'aine, aux muscles adducteurs, à la cuisse, aux ischio-jambiers, des blessures aux genoux, au dos, à la nuque, aux côtes, aux orteils, une concussion et une arthrite septique. Son corps lui a volé au minimum 5 à 6 saisons complètes de football de haut niveau, des saisons où il aurait pu s'imposer définitivement comme l'un des meilleurs ailiers de l'histoire du jeu. Et pourtant, même réduit à l'ombre de ce qu'il aurait pu être, il reste à ce jour le seul footballeur australien à avoir jamais disputé une finale de Ligue des Sons. Champion d'Europe 2005, vainqueur de la FA Cup 2006 et élu meilleur joueur australien de tous les temps. Comme l'avait dit Houllier, en résumant mieux que quiconque ce que les blessures lui avaient vraiment coûté, Kewell était exceptionnel à l'époque, très ambitieux, mais il n'a jamais retrouvé la même confiance, la même énergie après ses premières grandes blessures. Et c'est peut-être ça la vraie histoire. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu une belle carrière, c'est qu'à 47 ans, dans son bureau à Hanoï, Kewell court encore après ce destin que son propre corps a décidé, nuit après nuit, de lui confisquer pour toujours.